Bonsoir et bienvenue pour ce rendez-vous exceptionnel consacré à l'arbitrage. Pour cela, il nous fallait un invité exceptionnel. Ce soir, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir un grand arbitre français international, Mathieu Raynal. Bonsoir Mathieu et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir à tous, merci de m'avoir invité. Alors, je voulais aussi faire un remerciement à notre ami Tony Delmotte, grâce à qui nous sommes rentrés en contact avec vous, Mathieu. Tony, malheureusement, a un empêchement perso et ne pourra pas être avec nous ce soir. Remercier aussi notre secrétaire général, Grégory Sand, qui lui a un empêchement professionnel, ils n'ont pas de chance, et qui sont les deux initiateurs de cette visio. Ils ont travaillé là-dessus. Et puis, notre ami Fabrice, donc, qui est aux manettes ce soir et qui sera en quelque sorte notre arbitre vidéo. Voilà. Je voudrais saluer la présence de Kay Bardawil, joueuse du Racing 92, et de Thibaut Servénière, qui est le coach des trois quarts de nos super féminines. Je rappelle qu'ils sont en finale face à Arras ce dimanche. Voilà. Remercier ici la présence des représentants des adhérents de Génération et du Manoir, nos deux amis, nos actifs et fidèles adhérents, Sandrine et Alain, qui vous poseront chacun deux questions, Mathieu, pendant cet échange cordial, convivial, cool. Hein, on va faire ça vraiment entre amis. Voilà. Donc, je rappelle que les thématiques qu'on avait choisies ensemble et avec Tony, les thématiques abordées sont l'esprit de la règle, ses éventuelles incompréhensions, le rôle de l'arbitre dans l'accompagnement et la mise en place auprès des joueurs et des staffs, et puis le quotidien de la vie d'un arbitre professionnel. Voilà. Je passe tout de suite le ballon à notre président Jean-Pierre Chivrac pour dire un petit mot d'accueil. Je reprends le micro pour faire la bio de Mathieu, et puis ensuite, Mathieu, c'est à vous. JP, okay. Vas-y. Bon, bonsoir à vous tous et surtout merci à vous d'être présents. Enchanté d'avoir fait la connaissance déjà sur les terrains et de le voir comme ça en visio. Très gentil de sa part. Merci Mathieu d'être présent parmi nous et de pouvoir nous aiguiller un peu sur le rôle d'un arbitre dans le monde professionnel. Merci à nos joueuses, représentées par Kay, et puis un soigneur, on va dire entre guillemets, ou un entraîneur. On sera là dimanche pour vous supporter. Il n'y a pas de problème à Daumont pour la finale. Et puis bonsoir à tout le monde. Et vraiment content de vous retrouver sur cette visio. Comme a dit Jérôme, un petit clin d'œil à Tony, il sait pourquoi, et à Greg. Greg est dans le train actuellement, donc on peut pas être conversé avec nous. Et puis, merci encore à vous tous d'être présents ce soir et de pouvoir passer un moment convivial sur le milieu de l'arbitrage et du rugby. Voilà, je repasse le flambeau à Jérôme. Voilà. Merci, JP. De rien. Alors, Mathieu Raynal, vous êtes né le 9 août 1981 à Perpignan, à l'USAP. Hein. Oui. Fier d'être catalan. C'est ça. Vous faites vos débuts en Fédéral 3, puis Fédéral 2, Fédéral 1. Vous m'arrêtez s'il y a des choses où... Puis vous arrivez en Pro D2, mais tout ça, à ce moment-là, en parallèle de votre métier de prof de PS. C'est ça. C'est en 2009 que vous devenez arbitre en top 14, toujours, alors que vous êtes toujours prof de PS. Hein, c'est toujours, voilà. Et en 2012, vous devenez arbitre professionnel et faites votre entrée au très select panel de l'International Rugby Board, plus connu sous l'acronyme de IRB. Voilà. En 2013, lors de l'année du rugby, vous êtes élu meilleur arbitre français du top 14 pour la saison 2012-2013. Alors 2013, c'est une année difficile parce qu'en 2013, vous êtes éloigné pendant un an des terrains après un grave accident de jeu lors du match Montpellier Racing 92. Ouais, c'est ça. Voilà. Peut-être que vous nous en parlerez tout à l'heure.
on l'a encore tous à l'esprit. Depuis 2009, vous avez arbitré 2 finales de top 14, dont une qui nous est très chère, puisque c'est celle de 2016 où nous devenons champions, donc la finale à Bilbao en plus. À Barcelone. À Barcelone, pardon. À Barcelone. Excusez-moi. À Barcelone, si vous allez nous en parler, parce que c'est une sacrée expérience. Donc, Racing 92, RC Toulon. Et en 2021, vous avez arbitré Stade Toulousain, Stade Rochelet. Vous êtes arbitre en Champions Cup aussi. Vous avez déjà fait de nombreuses rencontres. Depuis 2017, vous officiez pour le tournoi Destination. En 2019, vous avez fait partie des arbitres de la Coupe du Monde au Japon. Et puis, on peut imaginer que vous serez au rendez-vous l'année prochaine pour la Coupe du Monde en France. Hein, j'espère qu'on aura un scoop. Voilà, cher Mathieu, pour cette bio express. Je vous passe le sifflet. Fabrice et moi serons vos arbitres assistants pendant ce moment de partage. Voilà. Donc, déjà, merci de. Je réponds avec joie toujours quand c'est. Voilà, c'est ce que j'ai toujours dit. Je réponds quand c'est demandé, voilà, avec politesse, qu'on peut échanger, que c'est sur le ton de l'échange. Je réponds toujours aux supporters quand ils me contactent. Je fais toujours l'effort parce que ça fait partie, je pense, de notre métier, d'échanger sur les règles complexes du rugby. Ça permet aussi la démocratisation de notre sport. Je reviens juste sur un point que vous avez évoqué. J'étais prof pendant que j'arbitrais le top 14. Donc oui, effectivement, il faut savoir quand même qu'à l'heure actuelle, on est très très peu de professionnels ou semi-professionnels. C'est-à-dire que les clubs de top 14 et les clubs de Pro D2 ne sont arbitrés que par des amateurs. Des gens dont ce n'est pas le travail. Des gens qui posent parfois 20 ou 20 jours de congé sans solde par an pour arbitrer des matchs de division professionnelle. Ce qui, à mon sens, est un risque. C'est dangereux. Non, c'est pas dangereux, mais j'aurais aimé, au cours de ma carrière, maintenant moi j'arrive quasiment à la fin, j'aurais aimé qu'on soit considéré comme la 31e équipe de division professionnelle, puisqu'il y en a 16 en Pro D2, 14 en top 14, qu'on soit la 31e équipe et qu'on ait donc les moyens de pouvoir travailler correctement. Ça ne veut pas dire que l'arbitrage est mauvais, ça veut dire que à l'heure actuelle, malheureusement, quand j'étais prof et que j'arbitrais le top 14, c'est voilà, compliqué pour les mecs qui ont des boulots à côté et tout ça, de se préparer de manière optimale. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse parce que ça me tient à cœur qu'un jour, je puisse quitter l'arbitrage et qu'il soit structuré vraiment de manière très professionnelle parce que je pense qu'on a les capacités. Il y a d'autres pays qui le font et je trouve qu'on ne le fait pas assez voilà, pour des raisons qui sont complexes, qui m'échappent un peu parfois, mais disons que je pense que dans l'avenir, ça serait positif pour tout le monde. Voilà. Donc après, bon, pour le reste, oui, hein, ça fait une longue carrière. Je suis plus vers la fin que vers le début. Mais un beau parcours où je profite vraiment de chaque instant. J'essaye, comme disait Kersozon, d'être poli avec la vie, de chaque truc qui m'est offert, d'ouvrir grand les yeux, d'être là et pas de penser au lendemain ou à la veille, mais d'essayer de capter chaque instant. Et voilà, j'arrive plutôt bien. Je n'ai jamais l'impression de travailler, je n'ai jamais l'impression que c'est un métier, même si je me prépare beaucoup, que j'y passe beaucoup de temps. J'aime profondément ce que je fais.
Alors avec plus ou moins de réussite, hein. Il y a des fois où on est meilleur que d'autres fois, mais en tous les cas, vraiment, c'est un métier que j'ai choisi et qui me passionne. Voilà. Donc voilà, c'était les deux petits points. Maintenant, je suis ouvert à toute question. Enfin, si vous avez des questions particulières, si vous voulez évoquer des sujets, il y a aucun souci. Voilà, je vous écoute. Merci, merci Mathieu. Maintenant, la première question, on va demander à Sandrine si elle veut bien poser sa première question, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Bonjour à tous, bonjour Mathieu. Bonjour. La question elle est par rapport à la santé des joueurs et les règles. C'est-à-dire que on voit ces dernières années de nombreuses blessures graves, que ce soit des commotions ou comme un joueur de Nice qui a eu une blessure au cervical suite à une mêlée effondrée. Enfin, on voit que notre sport, comme vous l'avez dit, est devenu pro, donc à évoluer, que ce soit sur le physique des joueurs, mais sur aussi donc la violence des impacts, tout ce genre de choses. Qu'est-ce qui, pour vous, pourrait, au niveau des règles, assurer plus de sécurité pour les joueurs? Et qu'est-ce que vous pensez de la règle dont on a entendu ce week-end du carton rouge de 20 minutes? Moi, ça me laisse perplexe, mais voilà. Ben, si on jouait à toucher, déjà, il y a vraiment un vrai problème, mais c'est un sport de combat. Voilà, qui dit sport de combat dit forcément des blessures. Après, bon, il faut savoir quand même que c'est la priorité de World Rugby, c'est la priorité des fédérations de gérer la santé des joueurs, la sécurité des joueurs. Toutes les règles qui sont faites à l'heure actuelle, elles sont faites sur trois raisons. La première, c'est la sécurité des joueurs. Et ça, c'est vraiment primordial. Après, bon, voilà, celle-là, elle est indéniable. Et depuis des années, l'institution World Rugby travaille, enfin, on l'a vu, hein, uniquement sur ça, sur essayer de protéger les joueurs, donc de forcer les joueurs à se blesser. Avant, les blessures étaient sur les rucks. Donc, il y a eu énormément de. Déjà sur les mêlées, il y a eu énormément de travail de fait sur l'impact en mêlée, sur le setup en mêlée, sur comment on entre en mêlée. On est arrivé à techniquement quelque chose qui est très propre. Il y a eu des règles adaptées en division inférieure qui font qu'aujourd'hui, on a quand même des résultats où on a moins de blessés qu'avant, même si un blessé, c'est un de trop, même si on a moins de blessés qu'avant dans ces secteurs de jeu-là. Aujourd'hui, on voit que la pression est très forte sur les plaquages hauts, sur la tête, dès qu'on touche la tête. Donc, je pense que déjà, l'institution met tout en œuvre pour protéger les joueurs. Maintenant, bon, le risque zéro, quand on prend les rapports poids, puissance et vitesse des joueurs, le risque zéro, il n'existe pas. Alors, c'est vrai que les chocs sont importants. Maintenant, les joueurs sont préparés à ces chocs-là. Ils sont professionnels. On n'a pas les mêmes chocs en division inférieure. Et voilà, ça fait partie intégrante de notre sport à l'heure actuelle. Et il faut l'accepter comme un cycliste va accepter pendant le Tour de France, les mecs ils vont accepter un jour de tomber en descente à 100 km/h. Alors même s'ils sont protégés, comme les mecs qui font de la Formule 1, comme les skieurs, comme tout sport qui comporte un risque, nous on doit accepter ce risque-là en faisant tout pour le diminuer, ce qui est fait à l'heure actuelle par l'institution. Et après, c'était quoi? Je ne me souviens plus la deuxième partie de. Non, on a entendu parler, ce week-end du carton rouge de 20 minutes, ouais. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que le Sud pousse beaucoup pour mettre en place cette règle-là parce qu'ils ont l'impression qu'un carton rouge peut déstabiliser complètement le sort d'un match. Bon, je ne suis pas forcément de cet avis, mais
je dirais que mon avis importe peu. Moi, je suis arbitre et j'applique ce qu'on me demande de faire. C'est des choses qui se règlent voilà, entre les nations, à World Rugby. Je sais qu'il y a des discussions très sérieuses là-dessus à l'heure actuelle. Il y a des pour, il y a des contre. Mais j'ai vu aussi que bon, déjà le PCR avait refusé de l'appliquer. Donc ils estiment que ce n'est pas quelque chose de convaincant pour eux. Et je vois mal cette règle-là entrer en vigueur avant la Coupe du Monde 2023. Donc voilà, bon, moi je suis très relax par rapport à ça. Moi, ça change peu de choses pour moi, quoi. Je crois que dans la lutte, dans la protection des joueurs, il faut utiliser tout l'arsenal qui est à notre disposition pour préserver la sécurité et l'intégrité des mecs. Et le carton rouge, il en fait partie. C'est comme ça. Si demain on dit que l'amende pour un excès de vitesse sur l'autoroute, c'est plus X points et 150 euros, c'est 2 euros, ben, les mecs, ils auront plus de facilité à transgresser la limitation de vitesse. Alors, est-ce qu'il en sera de même si on baisse le carton rouge à 20 minutes? Voilà, je suis pas forcément favorable, si je dois donner une réponse à me positionner. Je suis pas favorable à ça. Je pense que ça a peu d'impact, peu d'intérêt. Et puis les matchs où il y a eu des cartons rouges tôt dans les matchs, ça n'a jamais empêché le spectacle. Ça n'a jamais empêché une équipe à 14 de renverser l'autre. Ça crée des scénarios qui sont improbables. Voilà, ça crée du suspense. J'ai jamais fait partie de ceux qui pensaient que ça tuait un match. On l'a bien vu avec vous, justement, en finale au Camp Nou. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça m'est arrivé à Afrique du Sud-Irlande aussi de mettre un carton rouge à CJ Spender. En Afrique du Sud, au bout de 13 minutes, je crois, et l'Irlande avait battu l'Afrique du Sud pour la première fois de son histoire. Enfin, les fois où ça m'est arrivé sur Irlande-Angleterre aussi, de mettre un rouge aux Anglais au bout d'une minute. Voilà, bon, ça n'a pas enlevé la saveur qu'avait ce match, où voilà, les Anglais ont peut-être joué leur meilleur match du tournoi alors qu'ils n'étaient que 14. Et, voilà, je ne suis pas convaincu par le fait que ça plombe un match, quoi. Voilà. Merci. Merci Sandrine, merci Mathieu. Alors, avant que je passe le micro à notre ami Alain pour sa première question, est-ce que Kay ou Thibaut, vous auriez une question à poser à Mathieu? Milliers, mais Kay, vas-y, lance-toi. Allez Kay, on y va. On a transmis un formulaire au fil de l'équipe pour voir un peu quelles questions elle voulait vous poser. Et en fait, il y en a 3 qui sont ressorties plus que les autres. Donc, je vais commencer par la première et on verra ensuite. Et du coup, ça se rapporte à comment une joueuse ou un joueur peut faciliter l'arbitrage, notamment lors d'un match serré. Parce qu'on sait très bien que les matchs, il y a des matchs à arbitrer qui sont plus compliqués que d'autres. Et en fait, quel est notre rôle en tant que joueuse dans ce cas-là? Déjà, bon, c'est connaître parfaitement la règle. Alors, ceux qui pensent, bon, c'est un peu, ça fait partie des légendes urbaines un peu, c'est-à-dire que les gens qui pensent qu'ils peuvent avoir un impact sur l'arbitre parce qu'ils vont venir lui parler, parce qu'ils vont à certains moments du match, je suis vraiment pas convaincu par ça. Par contre, la connaissance de la règle, la propreté que l'équipe et que chaque joueur met dans les attitudes, c'est-à-dire avoir des attitudes hyper professionnelles dans tout ce que les joueurs mettent en place. Enfin, il y avait un exemple incroyable. Je me souviens quand j'avais arbitré Irlande All Black à Chicago, je pénalise, je crois, 3 fois les Irlandais sur le match parce que les Irlandais, quand Joe Smith était entraîneur, bon, ils le sont toujours, mais c'était vraiment une culture de la discipline
c'était quelque chose d'incroyable, quoi. À arbitrer, c'était limite dur de les pénaliser. C'était très, très peu de fautes sur un match. Alors moi, je les pénalise 3 fois contre les Blacks à Chicago. Il y a le match retour à Dublin, où Jaco Peyper faisait le match. Je crois qu'il les pénalise 4 fois. Ensuite, Jérôme Garcès arbitre Irlande-Australie et il les pénalise 4 fois aussi. C'est-à-dire qu'ils prennent 11 pénalités sur tous les tests de novembre. 11 pénalités en 3 matchs, c'est à peu près ce que prend une équipe de top 14 en une mi-temps. Donc eux, ils prennent 11 pénalités en 3 matchs. Je me souviens d'un échange que j'ai avec Joe Smith après les tests de novembre, où il me dit, voilà Mathieu, j'aimerais avoir ton avis, comment est-ce qu'on peut améliorer la discipline par rapport aux tests de novembre qu'on a fait. Donc c'est-à-dire qu'il y a un souci de pureté dans le geste juste, dans la qualité technique de tout ce qu'ils font dans tous les secteurs du jeu, que ce soit sur la touche, que ce soit sur la mêlée, que ce soit sur les clean-out, dans tout ce qu'ils vont faire, il y a vraiment ce souci-là. Et c'est vrai que les autres nations bon, s'y mettent aussi. Il faut voir aussi que l'équipe de France, qui avait un déficit dans ce secteur-là, s'y est mis en prenant Jérôme Garcès dans le staff. Montpellier travaille aussi là-dessus. Je sais que Toulon, ils sont avec Romain Poite interviendra avec Toulon à partir de la saison prochaine. Donc la culture de la règle, ça ne s'improvise pas. C'est un travail au même titre qu'un préparateur physique va faire travailler un mec. On n'arrive pas en se disant dis-moi comment je fais un marathon. Comment tu fais un marathon? Tu travailles, tu le prépares. C'est une préparation de 8 mois. Donc voilà, c'est 8 mois de travail. Je dirais que pour la règle, ça doit faire partie intégrante du bagage technique du joueur. C'est-à-dire que la connaissance parfaite de la règle, son application, le travail quotidien sur les attitudes, il n'y a que ça qui permet de tenir dans les matchs où tu es à 15-14 à 10 minutes de la fin, où tu es physiquement un peu en difficulté. Il n'y a que ce travail de fond permanent et ce souci du détail qui te fait être propre, quoi. Il n'y a pas de hasard. C'est la plus grande attention portée aux plus petits détails, je dirais. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu avec toutes les équipes où je me suis toujours dit, et c'est souvent c'est vrai que les Irlandais ont cette culture-là. Voilà, ils ont cette culture de la règle, quoi. Ils sont très, très forts là-dessus. Très forts. Ok, ça marche. La deuxième question, c'était quoi? Une autre question. En fait, c'était par rapport aux attitudes des joueuses. Quelles sont les attitudes que vous valorisez en tant qu'arbitre? Et votre réponse a répondu à la deuxième aussi. Voilà. En fait, aussi au club, il y a 2 arbitres qui nous aident. Là, je pense Thibaut pourra vous donner plus de détails, mais en fait, on a un peu cette culture parce qu'au début de saison, on commettait plein de fautes. Je pense qu'on est arrivé à, si je ne dis pas de bêtises, 26 fautes et c'était énorme. Et là, ça commence à baisser un peu. Et déjà, voilà. Faites un test, un truc tout simple. Déjà, faites un test avec 20 questions sur la règle. Et vous verrez, si votre moyenne elle est de 3 sur 20, c'est que déjà en termes de connaissances, et ça c'est la première des choses. Hein. C'est la première des choses. Ouais. Eh oui. Si tu ne connais pas les règles du jeu auquel tu joues, c'est compliqué de ne pas faire de faute derrière. Et puis après, c'est vraiment, voilà, pour moi, c'est vraiment un avantage considérable. Les plus fortes équipes au monde, elles ont les mecs qui connaissent le plus la règle, la philosophie, l'application, tout. Les procédures des arbitres. Voilà. Merci. Et la troisième, j'ai répondu aussi. Ok, on l'a fait toutes. C'était du 3 en 1, c'était un shampoing. En fait, ça rejoint un peu la question de Sandrine du début. C'était par rapport aux tendances de l'arbitrage.
si c'était plus pro-sécurité ou plus pro on laisse le jeu équitable et un peu rapide. Et ces deux notions qui un peu rejoignent pas sur tous les points, mais Il y a 3 points. Je l'ai dit tout à l'heure, les règles elles sont faites pour la sécurité des mecs, pour l'équité dans la lutte et pour la continuité du jeu. C'est forcément un de ces points-là. Mais pour le voir et par expérience, quand on est jeune arbitre, on a tendance à vouloir arbitrer le match, mais prendre part un peu au spectacle en se disant si je siffle et tout ça, ça va hacher le jeu et tout ça. Mais plus on vieillit, plus on met de la rigueur dans ce qu'on fait, de la rigueur dans ce qu'on exige des équipes, ce qu'on demande aux mecs, ce qu'on souhaite obtenir et de la clarté dans le message qu'on leur envoie. C'est-à-dire que voilà, c'est quelque chose de très clair en disant aux joueurs, ça, voilà, je veux exactement ça sur la touche, et si tant que je ne l'obtiens pas, je pénaliserai. Donc c'est à vous de me montrer une image positive, ça c'est la philosophie, et de match après match, parce que les équipes étudient les arbitres, donc quand elles voient qu'un arbitre met beaucoup de rigueur dans les secteurs du jeu, du coup tu siffles plus après parce que d'eux-mêmes les mecs, ils se disent ça sert à rien d'essayer parce que de toute manière le message est clair, la limite est claire, et il l'assimile. Donc l'erreur quand on est jeune, c'est de vouloir être beaucoup sur le côté continuité du jeu, je ferme les yeux sur des fautes, je trie beaucoup, mais je pense qu'avec le recul, je dirais que ce n'est pas trop le rôle d'un arbitre de faire ça. Voilà. De manière empirique, c'est ce qu'on nous a appris un peu à trier les fautes, à gérer les matchs et tout ça. Mais je pense qu'un arbitre, il doit mettre de la rigueur dans ce qu'il fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne se trompe pas. Le mec, il se trompe toujours. Ça veut juste dire que l'approche, la philosophie du truc, ça doit être la rigueur. Voilà. ok, merci. Merci Mathieu. Alain, peut-être. Merci Kay. Oui. Alors, on va passer à notre ami Alain pour sa première question. Ah, on va lui remettre le son. Voilà. Attends Alain. Vas-y. Ah, on n'entend pas Alain? Non. Ah. Pourtant son son est bon, mais... Ouais. Bon. Petit problème technique. Oui. Ouais. Est-ce que tu m'entends? Oui, voilà. Oui. Parfait, on t'entend Alain. Voilà. Même pas Vas-y, besoin de casque. pose ta question à Mathieu. Déjà, bonjour à tous, bonjour Mathieu, et merci d'avoir répondu à notre sollicitation, voilà, pour ce rendez-vous avec un arbitre. Hein. Et je vais aussi dans votre sens pour les arbitres pros, en fait, parce que ça permettrait d'avoir un petit peu plus de rigueur là-dessus, parce que c'est vrai que quelqu'un qui a un boulot à côté, c'est toujours désavantageux. Voilà. Voilà. Mais bon, passons. Moi, ma question était, est-ce qu'un arbitre peut aller à l'encontre d'un arbitre central? Un arbitre vidéo, je crois que tu voulais dire. Un arbitre vidéo, oui. Non, le patron, c'est l'arbitre central. C'est lui qui prend la décision en dernier ressort. Après, on travaille souvent avec les mêmes arbitres vidéo. Moi, je travaille avec Philippe Bonneau beaucoup. Philippe, déjà, c'est quelqu'un qui est très rugby. Il a été joueur à Béziers, il a été champion de France. Il regarde tous les matchs. C'est un passionné de rugby. On discute énormément sur beaucoup de cas qui se passent dans les matchs de rugby. Et c'est vrai qu'on est très aligné sur l'avis qu'on a. On est rarement en désaccord. Mais je sais que s'il insiste sur un truc, ça veut dire que je vais y regarder à deux fois parce que je peux rater quelque chose sur les images. Mais une fois que j'ai tous les éléments, la décision, c'est moi qui vais lider la décision. C'est-à-dire que c'est moi
qui va prendre le lead voilà, d'expliquer, de mettre le doigt sur des faits, d'expliquer au grand public et de baliser un peu le chemin jusqu'à la décision pour essayer que le plus grand nombre comprenne pour quelles raisons je prends cette décision-là. Je ne dis pas que les mecs soient d'accord, je dis juste qu'ils comprennent quel est le cheminement, quel est le process. Mais un arbitre vidéo, non, il peut t'alerter, il peut te dire, voilà, je vais te repasser un autre angle. Ça veut dire en général qu'il n'est pas d'accord. Mais quand il dit, je vais te repasser un autre angle, mais après, la décision appartient à l'arbitre central. Parce que comme les actions vont assez rapidement, c'est pour ça aussi que vous, sur le terrain, vous pouvez ne pas voir quelques petites choses en fait qui se passent. Oui, voilà. Après, les détails, on parle toujours de clair et évident. Nous, voilà, c'est des choses qu'il faut. Et puis bon, les matchs de rugby, quand même, les situations de jeu qu'on rencontre sont toujours les mêmes. Donc, si le jeu vous semble rapide et que c'est compliqué, pour nous, c'est très lisible, c'est très clair, quoi. Après, c'est chacun son boulot. Il y a des boulots qui me semblent très compliqués, mais le mec qui fait le boulot qui me semble compliqué et qui le fait depuis 20 ans, pour lui, ça lui paraît simple. Moi, c'est un peu pareil. Ça vous semble très complexe, peut-être très rapide, que c'est dur et tout ça. Moi, ça ne me semble pas compliqué, ça me semble lisible. Et je le répète, ça ne veut pas dire que j'ai mis la fleur au fusil en me disant, bon, je gère tout. Non, je ne suis pas à l'abri d'une erreur, je l'accepte, mais je mets tout en œuvre pour pas en faire. Alors, moi, pardon, je ne devais pas poser de question, mais c'est un peu en lien avec Alain. Comment sont choisis les arbitres assistants, arbitres vidéo voilà, c'était puisque Alain, que vous avez répondu à Alain, que vous aviez un échange avec l'arbitre vidéo et vous étiez généralement, vous connaissiez bien, mais comment est choisie l'équipe arbitrale pour un match? Ça dépend des matchs. En top 14, tu es quasi tout le temps avec le même arbitre vidéo. Et arbitre de touche, tu as un arbitre de top 14 et plus un arbitre du corps des juges de touche. Mais c'est Franck Massiello, donc le patron des arbitres, qui décide de qui va où. En Coupe d'Europe, c'est un peu différent. On a souvent la même équipe, du moins en phase de poule, les mêmes juges de touche et le même arbitre vidéo, qui sont des arbitres français de top 14. Et au niveau international, c'est des arbitres du panel international, que ce soit à la touche ou au centre. Là, il y a 3 arbitres. C'est comme ça sur toutes les séries. En général, il y a 3 matchs. Donc, tu pars à 4. Par exemple, sur la tournée des Lions, j'étais avec Ben O'Keefe et Nick Berry, plus Marius Jonker, arbitre vidéo. Le premier test, c'est Nick Berry qui l'a arbitré. Ben et moi étions à la touche. Le second, c'est Ben. Et puis, j'étais à la touche avec Nick. Et le troisième, moi, j'ai arbitré le 3e test avec Nick et Ben à la touche. Donc, c'est toujours c'est des arbitres, les mecs avec qui tu pars. Bon, dire Ben O'Keefe, Nick Berry, tout ça, c'est des arbitres de classe mondiale. Donc, tu es quand même un peu à l'aise. Avec eux, c'est vrai, très à l'aise. Après, en France aussi, on a de bons arbitres. Il ne faut pas croire, mais c'est vrai qu'on aimerait pouvoir plus travailler, mieux travailler. Bon, ça, on espère que ça se débloquera, mais moi, ça fait très longtemps que je suis en division professionnelle. Voilà, il me reste 5 ans peut-être à faire, mais j'aurais aimé que ça évolue plus vite. Allez, après, on est toujours impatient dans les choses, mais voilà, j'aurais aimé qu'on connaisse des conditions optimales de travail. Voilà. Je pense que ça se fera à force. Hein? Je pense que ça se fera à force. Oui, mais on prend du retard sur les autres nations qui le font. On prend du retard dans pas mal de choses.
j'espère juste voilà, que ça se débloquera un jour, quoi. Voilà, qu'il y aura une vraie volonté, une vraie conscience de l'importance que ça a. Et j'espère qu'on pourra avoir de bonnes conditions de boulot. Je pense que ça suivra l'évolution avec les féminines qui sont devenues semi-pro. Je pense que l'arbitrage va être obligé de le faire. Ils vont être obligés de le faire, à mon avis. Mais c'est vrai qu'on perd davantage par rapport aux autres nations aussi. Merci. Alors, Sandrine, ta deuxième question à Mathieu, s'il te plaît. Oui, alors c'est sur un point de règle, une règle qui est apparue récemment, la règle du 50-22, qui vient du rugby à 13, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Parce qu'on a eu un match où il y a eu une grande discussion entre l'arbitre central et l'arbitre de touche, et c'est l'arbitre central qui a le dernier mot, je vous rassure. Donc le joueur tape, le ballon rebondit juste avant la ligne des 22 et sort en touche au-delà des 22. Est-ce que là, c'est une 50-22 ou pas, ou est-ce qu'il faut que le ballon rebondisse dans les 22 et sortir après? Il faut que le ballon sorte entre les 22 et le poteau d'un but. Voilà. Et peu importe l'endroit où il rebondit sur le terrain avant. Ouais, s'il rebondit avant les 22, peu importe, il faut que le ballon sorte dans les 22 mètres adverses et qu'il soit tapé depuis la moitié de terrain de l'équipe. Ok. Voilà. Ok, parce qu'il y avait eu une discussion entre arbitres, donc c'est pour ça. Je me demandais si c'était pas clair dans la règle ou si c'était. Les règles sont complexes. Je ne vous cache pas qu'il y a des fois, surtout que les changements de règles sont assez fréquents, il y a des fois où on se pose la question, mais normalement, à 4 en équipe, avec les 2 juges de touche, l'arbitre vidéo, bon, on arrive à prendre la décision, même si ça prend un peu de temps. Mais c'est vrai que parfois, on se pose la question. Hein. Moi, le premier, je me dis, bon, c'est quoi? C'est une 50-22, ça ou quoi? C'est quoi? C'est un renvoi d'un but, renvoi au 22. Bon, après, en même temps, les gens ils ne savent pas, personne ne sait. Alors, quelle que soit la décision qu'on prenne, il faut juste avoir l'air sûr de soi, c'est tout. Là, on est dans les coulisses, là. Hein. Là, c'est vraiment. Est-ce que vous écoutez les propositions du public qui vous fait des propositions pour. Le 16e homme. Voilà. Ce qui vous dit. On n'entend pas trop parce qu'on a l'oreillette et tout. Et le son dans l'oreillette est fort. Quoi. Donc, le public, franchement, on n'entend pas trop. Ok. Mais du coup, parce qu'il y a la préparation physique, mais la préparation mentale, est-ce que vous êtes accompagné par les fédérations, que ce soit à la nationale ou internationale, ou vous devez vous-même vous forger votre propre, je dirais, force mentale, parce qu'il faut quand même supporter le public au moment du match, mais aussi sur les réseaux sociaux, parce que ça devient aussi compliqué à gérer, je pense. Je ne sais pas, vous, comment vous arrivez à gérer? On avait Christian Ramos qui intervenait, qui est préparateur mental, qui a été préparateur mental de l'équipe de France de hand et tout, qui intervenait avec nous. Sur les Coupes du Monde, on a toujours un préparateur mental avec nous. Après, chacun est libre de travailler avec un prépa mental. Alors, ça aide, c'est vrai, à structurer, mais ce n'est pas tellement pour la pression, parce que bon, les arbitres qui arrivent à ce niveau-là, bon, c'est quand même qu'ils ils supportent à la fois la pression, la critique et tout ça. Les mecs qui arbitrent ces matchs-là, c'est pas des arbitres qui vont être fragiles mentalement, quoi. Donc ça, déjà, c'est pas tellement pour supporter la pression, mais c'est pour la construction des procédures, c'est plus pour de l'imagerie mentale, voilà, sur la qualité de la décision, parce qu'il y a 180 zones de rug par match, par exemple. Voilà, pour être précis, pour mettre les choses dans l'ordre. Alors ça peut structurer la pensée, ça peut aider. Il y en a qui en ont plus besoin que d'autres. Mais oui, on travaille hein, maintenant, comme un peu les équipes, les staffs sont un peu plus étoffés. Ben, je prends l'exemple à la Wow Rugby, dans le staff des arbitres du panel, on a Mike Ron, par exemple, qui était entraîneur des avants des All Blacks. On avait Joe Smith, qui était notre directeur du rugby, qui était entraîneur de l'Irlande. Voilà, on a quand même des ressources. Donc, c'est vrai que plus ça va, plus on monte de niveau.
Et plus on a des compétences, on additionne les compétences pour rendre les meilleures copies possibles. Et la préparation mentale, ça en fait partie aussi. Mais pas pour supporter le public, les réseaux sociaux et tout. Bon, voilà, ça c'est vraiment, mais jamais un arbitre il est touché par ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Ça a absolument aucune valeur. Les mecs, il y a 90% qui comprennent rien, qui ne savent pas ce qu'est le rugby de haut niveau, qui ne savent pas ce qu'est l'arbitrage de haut niveau. Et les mecs donnent leur avis, mais bon, c'est un peu pareil dans tous les domaines. C'est les mêmes mecs qui donnent leur avis après sur comment doit jouer Mbappé, ils donnent leur avis sur comment doit présider Macron, ils donnent leur avis sur tout, quoi. Ils passent, donc ça vraiment, ça n'a aucun impact sur un arbitre, quoi. Voilà. Puis moi, il y a la vie de 5-6 mecs qui comptent dans le monde, quoi. Voilà, des mecs dont je sais la qualité technique, la compétence. Si j'ai besoin de réponses à des questions, je ne vais pas me tourner vers 50 personnes. Je ne vais pas aller les chercher sur les réseaux sociaux. Appeler Joël Juge, je vais discuter avec Craig Joubert, j'ai quelques entraîneurs avec qui je vais parler. Voilà, c'est ces personnes-là qui comptent pour moi, quoi. Voilà. D'autres arbitres aussi du panel, on échange beaucoup entre nous. On est très potes avec Yako, Piper, Ben O'Keefe, avec les arbitres anglais. C'est devenu, c'est des amis au fil du temps, et c'est vrai qu'on échange beaucoup entre nous aussi. Hein. Donc c'est ça qui importe. Le reste, voilà, les mecs qui me mettent un pouce en l'air, un pouce en bas, je ne sais pas quoi, sur un réseau social, si vous saviez comme je m'en fous, ça m'importe peu, quoi. Voilà. Et merci. Alors, question suivante. Thibaut, est-ce que tu as une question pour Mathieu? Si on a plusieurs jours, j'en ai plein. Mais bon, malheureusement, on n'a pas plusieurs jours. À peu près 9 heures, après je dois coucher le petit. Voilà, on a encore un bon quart d'heure. Vas-y, Thibaut. non, mais en tout cas, Mathieu, je peux aller plus vite, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est super cool de prendre ce temps-là et franchement, beaucoup de respect pour les arbitres qui, heureusement, ils sont là pour justement pouvoir faire qu'on joue. Parce que sans vous, nous, on pourrait juste, ce serait juste n'importe quoi sur un terrain. Donc, franchement, je vous suis à 100% et je pense que beaucoup de coachs suivent à 100% le fait que on ne pourrait pas jouer sans vous. Moi, ça m'intéresse beaucoup vous êtes revenu dernièrement sur comment un arbitre s'entraîne, et notamment cognitivement. Moi, je me pose la question de comment gérer un tel niveau d'information, en sachant que c'est complexe avec de nombreuses règles. Il y a des actions qui se passent partout, il y a 30 mecs sur le terrain. Vous parliez de process juste avant. Est-ce que c'est des qui sont adaptables, qui sont d'abord visualisés en amont du match par rapport aux équipes? Est-ce que c'est des process qui sont très particuliers à chaque arbitre? Comment ça se passe dans les coulisses par rapport à ça? Non, on est à peu près, on arbitre tous de la même manière. Hein, à peu près, il y a des différences d'appréciation parfois sur une situation de jeu. Mais après, la manière d'arbitrer, après, on met plus ou moins de rigueur dans ce qu'on fait. Mais les procédures qu'on a, enfin, je veux dire, moi, enfin, je vais prendre mon exemple. Moi, j'ai une lecture du match qui est basée sur mes process, c'est-à-dire je ne vais pas avoir une touche comme vous la voyez. Moi, c'est très chronologique. Voilà, tout est dans la tête. Je sais où je regarde, ce que je regarde, comment je l'arbitre, ce que je siffle, ce à quoi je dois m'attendre. C'est pareil sur le jeu au sol. Donc, une fois que voilà, ce balle en touche, sortie de touche, après il va y avoir ruck. Donc, je change de process et j'enchaîne juste les procédures. Et quand il y a une image qui m'alerte, qui sort de la procédure, je pénalise parce que je veux qu'on reste dedans, dans ce dans quoi je suis à l'aise, quoi. Mais ça, ces process-là, tu les construis au fil de l'arbitrage, avec l'expérience. Les erreurs t'apprennent aussi à les réguler, à les modifier un peu.
tu essayes de comprendre pour quelle raison tu fais une erreur avec ton équipe, tu essayes de mettre en œuvre des choses ben, justement pour pas que ça se reproduise. Mais après, tu les partages, hein, ces process avec les joueurs. Hein. Moi, je rentre dans un vestiaire, j'appelle même les entraîneurs en début de semaine, ça m'arrive régulièrement. Je leur dis voilà comment comment je vais arbitrer le setup en touche, voilà ce que j'attends du setup en mêlée. Bon, après, tu vois, sur la rigueur que je mets sur les hors-jeux, etc. Donc, tout ça, je le partage avec eux, hein, je ne les prends pas au dépourvu, hein, ils savent exactement. Quoi, hein. Mais, alors ça, tu le travailles après, tu peux le travailler avec le prépa mental aussi. Moi, j'ai un ami d'enfance qui est préparateur mental, qui prépare des boxeurs, des mecs du Dakar, des mecs qui sont champions du monde de VTT et tout ça. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de confiance en lui parce qu'il était joueur de rugby, buteur, donc il sait exactement de quoi on parle. Et c'est vrai que toutes mes procédures, je les revois avec lui. Donc j'ai des audios, tu vois, ça m'arrive d'écouter des audios de lui en train de découper la phase de plaquage, exactement ce que je dois faire, etc. Et je vais l'écouter pendant 1 heure. Tu vois, je suis dans une voiture, je vais écouter cet audio-là pendant 1 heure. Et j'arrive et j'ai l'impression que voilà, le truc est très clair après pour moi. Et c'est transposable dans toutes les pratiques, hein, c'est transposable en entreprise, c'est transposable dans tous les sports. Je veux dire, tous les athlètes, tous les sportifs de haut niveau, etc. Je pense qu'ils fonctionnent comme ça, quoi. Tu ne peux pas y aller, voilà, à part les mecs qui sont très très doués, mais tu ne peux pas y aller sans avoir structuré la manière dont tu procèdes, quoi. C'est comme mon avis. Hein. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ouais, si, top, nickel. Du coup, j'aimerais rebondir sur ça et en même temps, d'une certaine manière, sur la question que Kay a ramenée. Euh, Autant l'arbitre est vraiment là pour notre sécurité et je le conçois, on va dire que la maîtrise des règles et du match à notre niveau est beaucoup plus fluctuant qu'à haut niveau. Quand on disait tout à l'heure que tel arbitre avait mis 3 fautes sur Leland, puis 3 fautes, il y a une certaine cohérence au haut niveau par rapport à l'arbitrage qui n'est pas du tout la même à notre niveau, et notamment sur des règles. Par exemple, il y a des arbitres qui vont avoir dada. Et je prends un exemple qui je trouvais assez marquant, c'est la règle des 4 appuis au sol, qui favorise beaucoup l'attaquant. Cette règle n'est pas sifflée. C'est-à-dire que forcément, il y a une meilleure protection de la balle et on a du mal à faire des contre-règles dessus. Il y a des arbitres qui vont être ça va être dada. Donc du coup, forcément, dès qu'on fait un 4 appuis au sol, on est sifflé, ce qui est normal, c'est la règle. Par contre, à l'inverse, le match d'après, c'est une règle qui n'est pas sifflée. Et donc, c'est très, très dur à ce niveau de s'entraîner avec un certain type de règles, parce que on va pas se mentir, si jamais on s'entraîne avec les règles sans faire le 4 appuis au sol, en match, quand on est avec des arbitres qui sifflent pas trop ces 4 appuis au sol, mais avec des équipes qui vont nous contrer sur ça, c'est un réel, c'est dommageable pour nous. Ouais, je comprends. Bon, après, il y a 2 choses. La première, c'est qu'on a des arbitres du niveau auquel on joue. C'est-à-dire que quand tu joues dans un niveau, si tu veux, que ce soit en série, en fédéral 3 et tout, tu ne peux pas avoir des arbitres, si tu veux, qui sont. Tu ne peux pas avoir Nigel Owens qui va venir t'arbitrer, quoi. Tu vois. Donc, déjà, on a des arbitres et je pense que le manque de précision de l'arbitre, il est équivalent dans la structuration du jeu des joueurs et de l'équipe du niveau dont tu parles. Tu vois. On pourrait voir aussi des approximations dans les comportements des joueurs, etc., etc. Et puis, il y a le deuxième point qui est capital à mes yeux, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est comment sont formés ces arbitres-là, si tu veux. C'est la structuration et la professionnalisation de la structure de formation de l'arbitrage du plus bas niveau au plus haut. Par exemple, quand en éducation physique, tu as des contenus d'enseignement avec des compétences
propres et spécifiques à développer chez chaque gamin. Et tu vas former un gamin en EPS de la même manière au Havre qu'à Toulon ou qu'à Biarritz. C'est-à-dire que les contenus d'enseignement seront les mêmes. Là, je ne suis pas sûr que dans la formation des arbitres en France, les contenus et la manière et les compétences qu'on veut développer chez les arbitres soient les mêmes partout. Aujourd'hui, tu as des bénévoles, et Dieu merci que ces mecs-là soient là, tu vois, qui accueillent les arbitres, qui donnent de leur temps et de leur personne pour former des gamins qui parfois ont des lacunes, mais je reviens sur ce que tu disais au départ. Heureusement qu'ils sont là parce que sinon vous ne pourriez pas jouer, tu vois. Alors, on accepte ça, on accepte tu vois, peut-être ce manque de précision ou de cohérence, parce que tout simplement, c'est des amateurs, c'est des mecs qui sont formés par des bénévoles, qui donnent de leur temps et de leur personne pour le faire. Et puis voilà, et c'est pas, tu vois, c'est pas une coupe du monde, il y a pas, tu vois, c'est du sport un peu loisir, quoi. Donc, on pourrait être meilleur, mais partout on pourrait être meilleur. Mais c'est vrai qu'il faut être un peu tolérant, je pense, à l'égard de ces arbitres qui parfois font avec ce qu'on leur enseigne, font avec leur expérience sur le terrain, et voilà, quoi, et pas être trop exigeant, quoi. Merci. Ouais, merci. Bien, on a une dernière question déjà. Voilà, le temps passe vite. Alain, je crois que tu as Oui, j'ai deuxième et dernière question pour Oui. notre ami Mathieu. On t'écoute. Justement, je voudrais savoir votre interprétation en fait de la règle de l'avantage en fait, parce que on voit que de temps en temps les actions sont entrecoupées alors que ça pourrait peut-être continuer ou choses comme ça. Enfin, de notre point de vue, voilà, c'est Ouais, mais alors je vais poser la première question de la soirée. Est-ce qu'un arbitre qui tente 10 avantages et revient sur les 10, alors il vous aura laissé jouer peut-être un peu, vous serez content, mais s'il revient sur les 10, est-ce que vous pensez que c'était des avantages qu'il aurait dû tenter? non, ça hache le jeu. Le problème, l'avantage, un arbitre, un bon avantage, c'est celui sur lequel on ne revient pas. Ça veut dire que l'arbitre, il a pris l'information sur la situation de jeu, qui s'est dit que dans la lecture de la situation de jeu, qu'il y avait une vraie opportunité, et que cette opportunité-là, elle a été saisie par les joueurs. Donc, il y a l'avantage, et l'avantage se termine. L'avantage qu'on tente et sur lequel on revient 20 secondes après, alors, bien évidemment, c'est caricatural, hein, mais à 3 mètres de l'embut, on peut se permettre de tenter des avantages longs et revenir après. Mais en règle générale, l'avantage qu'on tente et sur lequel on revient après, c'est un avantage en termes de lecture du jeu que l'arbitre n'aurait pas dû tenter. Voilà, c'est juste ça. Il faut arriver à avoir un ratio assez bon là-dessus. Le mec qui tente 10 avantages et qui revient sur les 10, c'est qu'il ne lit pas le jeu. Voilà. Mais après, c'est vrai que plus on monte de niveau, et plus on se dit, bon voilà, parce qu'il y a des joueurs, comme Antoine Dupont, même s'il n'y a pas d'opportunité, il est capable d'en créer une, quoi. Des joueurs comme ça, il y en a dans chaque équipe, des joueurs qui ont des qualités individuelles où ils peuvent faire la différence seuls, il y en a. Donc c'est vrai que des fois, on se dit, bon, voyons si on a un extraterrestre qui va traverser le terrain. Ok, je vous remercie. Merci beaucoup. Bien, alors, si notre président, qui était très sage, qui était très, très attentif, il y aura une interro, hein, après. On enverra les copies à Mathieu. Non, en tout cas, je ne sais pas, JP, si tu avais... Oui, bah, il faut lui donner la parole. Oui, attends. Hop. Attends.
Parce que tu n'avais plus le son. Voilà. Vas-y, Fabrice, si tu peux Voilà. C'est bon? On m'entend? Oui, c'est bon. C'est Ouais, bon. Mathieu, là, c'est juste une question purement. Je voudrais savoir, lors de la finale 2016 à Barcelone, Il a osé. oui, quand tu sors Maxime, je voulais savoir ce que tu penses de ce que fait Matt Guiteau sur le plaquage. Parce que, alors, moi, on était là-bas, mais après avoir revu le match sur les écrans, on a vraiment l'impression que c'est Guiteau qui se force à tomber sur la tête et non pas Maxime qui le plaque en le mettant la tête en bas. Nous, c'est comme ça qu'on le voit à la télé. Après, j'aurais voulu savoir ce que toi, sur le moment, tu penses réellement, parce que tu as demandé plusieurs fois à revoir l'action, parce que c'est quand même assez complexe, on va dire. Et je voulais savoir si tu regrettes ou pas. Ça n'a pas eu d'incidence sur le match puisqu'on l'a gagné. Mais je trouve que Guiteau a fait le nécessaire pour que le rouge sorte. Je ne sais pas si c'est ton avis. Vous avez donné la réponse dans votre question. Vous avez dit on a l'impression. Et un arbitre, il ne prend pas une décision sur des impressions. Il prend une décision sur des faits. C'est-à-dire que quand un joueur, on dit lift, return and drive. Quand un joueur lève, retourne et amène au sol, même si l'autre fait un peu truc, il n'est quand même pas responsable. Les faits, c'est ce qui permet à un arbitre de prendre la décision. Donc, s'il y a ça et qu'en plus le joueur tombe sur la tête, alors oui, on a l'impression. Mais sur des impressions, on ne peut pas. J'ai l'impression que oui, mais ce n'est pas suffisant pour sanctionner quelqu'un ou pour le disculper. Il faut avoir des certitudes. Et quand les occasions, quand il y a des occasions comme ça, avec tous les faits, où on coche tous les faits, c'est difficile dans des grands matchs. C'est plus facile pour un arbitre de se rapprocher de la règle que de s'en éloigner. Il prend moins de risques en se rapprochant de la règle qu'en s'en éloignant, parce que là, les mecs, ils vont dire c'est sévère, mais ils ne diront pas ça n'y est pas. Et ça, je l'accepte. Hein, c'est des situations complexes à gérer. Hein. Je n'ai pas la prétention de détenir la vérité. Mais si je ne l'avais pas mis, par exemple, je ne mets pas rouge à Maxime, et puis le Racing gagne sur une pénalité de Maxime Machenaud à la fin, alors que Guiteau, il sort à la mi-temps avec l'épaule truc. Mais d'accord. Quelles auraient été les conséquences? Qu'est-ce qu'aurait pu me dire Bernard Laporte ou Boudjela là-dessus? Il m'aurait dit, écoute, il nous blesse un joueur, il marque la pénalité de la gagne alors qu'il aurait dû prendre un rouge. Donc voilà. Donc, il n'y a que les faits qui conduisent un arbitre à prendre des décisions. Et ça me fait pas plaisir. Hein, même si je veux dire, on s'est revu plusieurs fois avec Maxime. Plusieurs fois depuis. Il n'y a aucun souci. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup sur et en dehors du terrain. C'est rien de personnel dans ces trucs-là et ça ne fait pas plaisir à un arbitre de sortir un joueur. Ok, mais bon, merci pour votre réponse. Et puis bon, encore une fois, ça n'a pas eu d'incidence sur la finalité. Donc, on est tous contents. Mais c'est vrai qu'en tribune, on faisait grise mine au départ parce qu'on se disait ça nous casse notre finale. Et en fin de compte, c'est pas ce qui s'est passé. Donc, mais c'est ce que disent à l'heure actuelle les gens qui poussent pour le carton rouge de 20 minutes. Oui, on disait tout à l'heure, tout à fait. Ils disent ça casse le jeu et tout ça, une équipe qui prend un rouge. Hein. Mais peut-être quand ils auront un mec blessé assez lourdement et tout ça, ils diront ouais, mais la blessure, elle nous handicape peut-être plus que. Voilà. Oui. C'est complexe, il n'y a pas de. Tout à fait. En attendant, merci de nous avoir consacré cette heure qui était vraiment bien sympa. Avec grand plaisir. Voilà. Et je vais passer le relais à Jérôme qui va vous faire un petit au revoir et au plaisir de vous voir sur les terrains ou en dehors peut-être. Oui. Et je fais la touche au Racing, je crois, samedi là. Contre Biarritz. Ok.
Je Ça pars marche. je pars en Angleterre directement après, donc je fais la touche à Paris. Ouais, ce week-end. D'accord. OK. Peut-être on se croisera. Voilà. Ben, on espère. Merci. Merci à vous en tout cas. Alors, vraiment un immense merci Mathieu pour cette heure passée ensemble, de nous avoir accordé de votre temps précieux. Un C'est grand comme un merci. biscuit apéritif. On aurait Oui, c'est ça. envie de continuer pendant des heures Ah, à mais vous c'est- écouter. c'est- Franchement, c'est très moi, agréable. Moi qui suis un gourmand, c'est Ouais. comme un gros gâteau, quoi. On a envie de savoir, par On exemple, a envie si d'en vous avez prendre. si vous Et avez des envies d'après on sait extra sportives après ce sport, est-ce que vous avez envie de De venir au Racing? je ne sais pas, par exemple, Oui, vos faut confrères, si conseiller. c'est le cas. C'est dur, hein, vous savez, un Catalan, quand il ne voit pas, quand il voit pas quand il voit pas le canigou pendant 3 semaines, Je comprends. c'est un peu compliqué. Mais non, mais moi, j'ai ma carrière d'arbitre, je vous l'ai dit au début, c'est un métier qui me passionne. C'est un métier que j'aime beaucoup. Chaque instant, je profite de chaque instant. Je sais qu'il me reste de belles années. Voilà, j'ai beaucoup travaillé pour être là où je suis, pour arbitrer les matchs que j'arbitre et tout ça. Et c'est un immense plaisir. Et donc, je suis voilà, concentré sur ça et sur apprécier ce qui m'arrive jusqu'à la fin. Et puis, ma reconversion plus tard, je veux dire, je suis encore jeune, il me reste encore quelques années. Donc voilà, j'ai le temps d'y réfléchir plus tard. Voilà. Fait. Bien, encore un immense merci Mathieu. Merci beaucoup. Merci à vous en tout cas de m'avoir invité. C'était un plaisir partagé. Parfait. Et merci. Un plaisir de vous croiser. Ben oui, alors. Bah, Bon, mes amis, au match, Samedi. Grand plaisir. moi, Samedi. je serai pas là samedi, mais on aura, j'espère, l'occasion un jour de se croiser au bord d'un terrain La bière après le match, alors pas avant. Et un après-match. Pourquoi pas. Allez, ça marche. Avec plaisir. Ouais, une petite bière samedi après le match, oui. Et merci à tous nos intervenants. Merci Kay, merci Sandrine, merci Thibaut, merci Alain. Merci, Mathieu. Merci Fabrice à la technique. Merci. À très bientôt, les amis. Voilà, donc, et merci encore une fois à Tony, à Greg. De nous avoir mis en contact, oui. De nous avoir mis en contact. Merci aussi aux contributeurs des questions, donc Sandrine et Alain, mais il y avait aussi Greg et Thierry et bien d'autres qui ont posé des questions tout à fait pertinentes. Et au fil du Racing pour avoir posé leurs questions également. Et bien sûr aux questions des sportives, des filles du Racing, à qui on souhaite encore une bonne finale dimanche. Oui. Revenez-nous avec le titre. Je sais que beaucoup d'entre nous seront là pour vous soutenir, comme d'habitude. Il y a un Yeti qui va se déplacer. Et le Yeti sera là, évidemment. Donc, merci à tous. Merci Mathieu. Merci Mathieu. À très bientôt pour un nouvel échange, puisque c'était le troisième épisode d'échange. Nous avions fait d'abord échange avec Dorian Laborde, puis un échange avec les champions de France du Racing 90. Troisième échange passionnant. On a appris beaucoup de choses, même des secrets de fabrication, si je veux dire. Beaucoup de choses sur les coulisses de l'arbitrage, sur la vie d'un arbitre professionnel. Grâce à vous, Mathieu. On vous dit à très bientôt, les amis. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonne soirée et à bientôt autour d'un terrain. Et vive le rugby. Et bien sûr, allez Racing. Salut à tous. Salut. Bonne soirée.